Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal dont voici tout de suite les titres avec Anita Kangoudia. La RDC a célébré aujourd'hui, mardi 25 avril, la journée de lutte contre le paludisme, mais malgré une baisse sensible de 40% de cas de mortalité ces 5 dernières années, la malaria reste, selon le PNLP, un problème majeur de santé publique. L'eau, c'est la vie, c'est vrai, mais dans de nombreux quartiers de la ville de Kinshasa, elle est devenue une denrée rare. C'est le cas notamment de la cité de Mbeteke Fouti, où nos reporters se sont rendus. Images à suivre. Invité du journal, professeur Kéré Tanda, internationaliste. Vous êtes professeur des universités, puisque en dehors de l'université de Kinshasa, vous donnez cours à Baltimore. Oui, correct. Et là, vous donnez cours avec interprète ou... Non, je parle couramment anglais, Ah. donc pour avoir vécu aux États-Unis pendant 20 ans. Et c'est ainsi que c'est mon alma mater, là où je donne cours même à Morgan State University, Baltimore, Maryland. Ah. Voilà. Nice to meet you, professor. Thank you very much. Thank you. Nous vous le disions à l'ouverture, célébration ce mardi 25 avril de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, thème retenu cette année. En finir définitivement avec le paludisme, un thème qui reflète la vision d'un monde exempt de malaria tel que défini dans la stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-2030. En République démocratique du Congo, malgré une baisse sensible de 40% entre 2010 et 2015, d'après le programme national de lutte contre le paludisme, la malaria demeure un problème majeur de santé publique, d'où l'appel du ministre de la Santé à un engagement au niveau le plus haut pour vaincre le paludisme. Nous avons là un reportage de Jefté Kitita et Jires Chimanka. La célébration de cette journée vise l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Dans ce domaine, la République démocratique du Congo note une évolution positive, soit une baisse de 40% des cas du paludisme. Malgré ces résultats positifs, le ministre de la Santé appelle les Congolais à continuer à observer les pratiques d'hygiène et préventives. La lutte contre le paludisme doit commencer à la maison. Et je crois que dans le ménage, ceux qu'il faut absolument protéger, ce sont les enfants. Et d'autant plus que le paludisme est une importante cause de décrochage scolaire. Donc si on veut en fait assurer un bon avenir, une bonne éducation à nos enfants, je crois qu'on doit commencer par la lutte contre le malaria à la maison. Sanru, partenaire principal du PNLP, joue un grand rôle dans la lutte contre le paludisme, dans la distribution des intrants et médicaments antipaludiques. Sanru, c'est un grand partenaire du ministère de la Santé, qui est là depuis 1981. Et pour la lutte contre le paludisme, nous sommes en train de renforcer, à travers les zones de santé, les stratégies mises en place par le programme national de lutte contre le paludisme. Et ces stratégies sont la prévention. Donc, nous sommes en train de faire la promotion des activités préventives. Entre autres, l'assainissement du milieu, l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, traitement antipaludique chez la femme enceinte. Pareil pour Essor Équipement qui, à travers son matériel médical, permet à la population de faire un diagnostic sûr et fiable du paludisme. Essor Équipement, c'est une maison qui est chargée pour vendre et distribuer les produits médicaux. Pour la journée d'aujourd'hui, vous savez, le paludisme, c'est une maladie qui d'abord, quand on est atteint du palud, on voit directement l'anémie. Alors quand il y a l'anémie qui s'annonce, il faut le diagnostiquer pour savoir et réellement il y a l'anémie. Donc à l'aide de nos appareils ici, vite vous faites un bon diagnostic des anémies et puis vous prenez en charge le malade. Je m'engage pour 0 cas de paludisme dans mon ménage, le thème retenu pour la Journée mondiale du paludisme en RDC. À l'occasion de la célébration de cette journée, l'ONG Médecins sans frontières a fait savoir que plus de 920 000 cas de paludisme ont été traités en République démocratique du Congo en 2016. La structure indique cependant que beaucoup d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour dans notre pays du fait de ne pas avoir accès aux soins à temps.
Santé encore, une bonne nouvelle, les habitants de Kinshasa ayant des graves problèmes de reins ne paieront plus désormais que $60 au centre de dialyse situé à l'hôpital général de référence, Sexma-Mayemo. L'annonce a été faite par le chef de l'exécutif provincial lui-même, M. Kimbuta Yango. Jusque-là, le prix du dialyse s'élevait à un peu plus de $120. Espérons que l'on a fait de bons de commande pour d'autres appareils parce qu'on va se bousculer au portillon. Bienvenue Babois Théodore Chitolé. 4 mois après son ouverture, le centre de dialyse de Kinshasa a déjà enregistré 1599 séances de dialyse et reçu 156 malades. Pour être plus proche des patients, l'exécutif provincial vient de donner des précisions sur la tarification du centre. Tout patient qui arrive au centre de dialyse doit être consulté. Cette consultation est indispensable parce qu'elle permet de statuer sur la situation du patient à l'arrivée, décider sur les examens de laboratoire qu'il doit faire et sur la séance de dialyse. Les examens. Et ce n'est pas à la simple vue du patient que le médecin décide. Les examens de laboratoire permettent de mieux connaître le degré de la maladie du patient. Il y a plusieurs types d'examens que le patient doit faire. Plus de confusion. En tout et pour tout, quand un malade de dialyse arrive ici, qui souffre d'insuffisance rénale, doit payer $60. Les examens des laboratoires, la pose des cathéters, qui autrefois on pouvait payer, sont prises en charge par l'exécutif provincial. C'est ça la dernière instruction du gouverneur. Au centre de dialyse. Pour rappel, le centre a été construit pour lutter contre l'insuffisance rénale dans la ville-province de Kinshasa. Cette maladie toucherait environ 12,4% de Kinois et 20 000 d'entre eux sont au stade d'insuffisance rénale terminale exigeant une dialyse. Processus électoral maintenant. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur séjourne au Nord Kivu. Emmanuel Ramazani Shadari est allé s'enrôler à Kabombaré, son fief électoral, occasion pour le vice-premier ministre d'échanger avec les autorités provinciales et la population sur les questions d'ordre sécuritaire et social. Élisée Mafou. En séjour dans la ville de Goma depuis lundi, Emmanuel Ramazani Shadari s'est rendu dans la circonscription de Kabombaré, son fief électoral, pour s'enrôler. Le ministre de l'Intérieur a commencé son adresse à la population de la tribu de Bangu Bangu à Salambila, sa terre natale. Il les a encouragés à s'enrôler massivement. Je me suis enrôlé dans mon fief électoral et je peux donc élire à tous les candidats. Je suis électeur à élire un député national, provincial, président de la République, conseiller local. Je suis content parce que je me suis enrôlé. Je suis tout près de mon peuple. Je suis tout près de mes frères. Je les aime bien. Je me suis dit que je vais travailler pour l'intérêt de la population. C'est ce que je vais m'efforcer à faire davantage. Et voilà comment ils m'accueillent, ils sont contents et je suis dans mon fief électoral. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. La mission est encore là. En dehors de l'enrôlement, il y a des questions d'ordre sécuritaire que je vais pouvoir dévoiler après la réunion qu'on aura tout à l'heure. Les habitants de cette partie du pays ont soulevé une question d'ordre social concernant l'exploitation artisanale de l'or, activité dont ils vivent, mais sont privés depuis l'acquisition d'un gigantesque carré minier par une multinationale qui l'exploite industriellement il y a de cela 6 ans. Les discussions conduites par le ministre de l'Intérieur devraient permettre aux populations et parties en présence d'examiner cette question pour apaiser la tension visiblement très vive. Des questions de sécurité figurent également dans l'agenda
d'Emmanuel Ramazani Chadari qui a mobilisé dans cette cité les autorités provinciales du Sud et du Maniema ainsi que des officiers supérieurs de l'armée pour trouver des solutions idoines. Bensekefouti, localité urbano-rurale de la municipalité de Mongafula, jadis habitée seulement par les autochtones, mais aujourd'hui envahie par quasiment toute la communauté nationale, cette cité de plus de 5000 habitants fait face à de nombreuses difficultés, dont le manque d'eau potable et d'électricité. Autre difficulté, l'absence d'un marché digne de ce nom. Anita Kangoudia Brunel, Chichimbi et Amanitangu. Betsekefouti, ce nom renvoie directement au cimetière pour la plupart des Quinois. Betsekefouti est avant tout un groupement de districts de Lukunga. Environ plus de 5000 habitants vivent dans cette cité urbano-rurale. L'autorité morale pourrait prendre des dispositions parce que 25 ans après, que l'État trouve un peu une solution à propos de ces terrains-là, on peut confier à la jeunesse et mettre aussi un marché qui est vraiment un marché convenable comme on voit à Delvaux. Et à part ça, on voit aussi, il y a aussi d'autres terrains abandonnés. L'approvisionnement en eau potable et l'électricité demeure un calvaire dans cette localité. Donc nous avons vraiment des difficultés vraiment énormes. Il n'y a même pas aussi de l'eau. Nous avons un problème très très sérieux ici. À l'heure de la révolution de la modernité, la cité ne dispose ni de marché public ni de l'espace de loisirs. Il y a beaucoup de difficultés que nous éprouvons, surtout sur le plan environnemental. Il y a des érosions qui nous menacent, il y a l'absence totale de courant électrique, il y a aussi le problème d'eau. Donc vous voyez, quand il y a l'eau de pluie qui tombe, donc c'est comme de la manne pour nous. Et là où la quantité d'eau qui vont c'est stagné quelque part et on va essayer un peu de récupérer ça pour que ça puisse nous servir avec des toilettes, ainsi de suite. Les enfants traversent difficilement. Si peut-être les autorités pouvaient penser à nous pour placer les dodanes, ça pouvait nous alléger la tâche. Mais cette difficulté n'est pas seulement pour les élèves, et je pense que c'est pour les parents aussi, les passants. Parce qu'à 2 ou 3 reprises, nous avons vu les passants écrasés à 2 ou 3 reprises comme ça. Les autorités locales souhaitent voir leur ETD devenir un quartier urbanisé de la commune de Mongafula. Un peu de politique dans ce journal ne ferait pas de mal. Le rassemblement de l'opposition LIMT se dit disposé à rencontrer le chef de l'État, Joseph Kabila, pour la finalisation de l'arrangement particulier. Volonté exprimée hier au cours de la commémoration du 27e anniversaire de l'avènement du multipartisme politique au Congo-Zaïre. Félix Ilunga et Eric Kalambay. Aujourd'hui, 24 avril 1990, enfin, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Le 24 avril est une date marquante dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Elle marque l'avènement du multipartisme proclamé par le feu président Mobutu. Au rassemblement de l'opposition à l'IMT, cette date n'est pas passée inaperçue. Chers compatriotes, l'ouverture démocratique du 24 avril 1990 a démontré que rien ne peut résister à un peuple déterminé à s'affranchir d'un régime d'oppression. Quelle que soit la puissance d'un tyran, le peuple demeure le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Le 24 avril 1990 est devenu ainsi l'une des dates marquantes de l'histoire de la lutte glorieuse de notre peuple pour la conquête de sa dignité et des libertés fondamentales. Depuis cette date, les Congolais n'ont cessé de se battre avec détermination
contre les tentatives répétées de remettre en cause le nouvel ordre démocratique issu de la victoire du 24 avril 1990 par ceux qui se sont succédés au pouvoir dans notre pays depuis lors. Faisant un clin d'œil à l'actualité politique de l'heure, Félix Tshisekedi a exprimé sa disponibilité à rencontrer le chef de l'État Joseph Kabila afin de dénouer la crise. Le rassemblement reste disposé à rencontrer M. Joseph Kabila pour discuter des points restés pendants, à savoir la nomination du Premier ministre, la présidence du Conseil national du suivi de l'accord et la décrispation politique. Le président du rassemblement suppose que le CNSA et la primature ont un rôle prépondérant ou mieux déterminant dans l'organisation des élections. Ainsi, Félix Tshisekedi lance-t-il également appel aux chefs d'État africains à s'impliquer davantage dans la recherche de la solution aux côtés du secrétaire général de l'ONU. Et puis, cette réaction du rassemblement El Kasavubu suite à la déclaration le week-end dernier des évêques de la SENCO. Les partis et plateformes politiques du rassemblement Kasavubu ont organisé ce mardi une matinée politique à la foire internationale de Kinshasa pour protester contre la déclaration de la SENCO qui a jugé comme une entorse à l'accord du 31 décembre la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre. Un mot de culture dans ce journal, ouverture ce soir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de la 10e édition du Festival de musique. Cette 10e édition, qui va se clôturer le 30 avril prochain, rendra hommage, un hommage mérité à Papa Wemba, mort là-bas, sur scène d'ailleurs, lors de l'édition précédente en 2016. L'Afrique face au réchauffement climatique est le thème retenu cette année en vue d'impliquer les artistes du continent dans la lutte contre cette menace écologique. Avec vous, Anita, très rapidement, le reste de l'actualité. Oui, Monsieur Kivambi, il va se tenir à Kinshasa du 28 avril au 7 mai prochain, le Festival du livre de la Bible. Le festival vise à conscientiser le public quinois sur l'impact et les bénéfices du livre sans le développement. Une initiative des éditions Pauline et Mediapol, annonce faite ce mardi au cours d'un point de presse tenu au centre Wallonie-Bruxelles. Ange Makadi et Jires Chimanga pour le reportage. Ce festival est né du constat que nous avons fait sur terrain, comme quoi le livre est de moins en moins lu. Or, qui dit lecture, dit développement. C'est pour cela que le thème même du Félibi porte sur lire, c'est développer. Parce que quand on lit, on arrive même à perfectionner sa langue, à améliorer sa grammaire, à améliorer aussi la syntaxe dans sa manière de parler et à pouvoir entrer en relation, en contact, en communication aussi avec l'autre. Dis que tu comprends ce que tu es en train de lire ou tu as une connaissance de la matière dont tu es en train de vendre pour pouvoir aussi contracter un emploi. Si tu n'en as pas, le monde se ferme devant toi. D'où la lecture est importante pour la vie de toute personne. Et c'est pour cela que nous avons pensé à ce festival. En sport, Assemblée générale extraordinaire élective au comité olympique congolais. On aura un peu plus d'éclaircies ce mercredi au terme de la réunion entre les membres du comité exécutif du COC et l'ensemble de tous les sociétaires prévus ce mercredi à son siège. Cette réunion sera l'aboutissement d'une autre suspendue pour non-épuisement total de l'ordre du jour tenu hier, toujours au siège du COC dans la commune de Limete. Paul Kazozo. La réunion de ce lundi était à huis clos, loin des yeux et des oreilles curieux des journalistes à la quête des informations. Des informations obtenues alors au sortir de cette réunion suspendue pour non-épuisement total de tous les points retenus à l'ordre du jour. Pour le compte-rendu, d'abord Herman Mbonio, le président de la Fédération congolaise de rugby. Alors vous n'en saurez rien du tout, chers amis, soyez patients,
puisque la réunion n'est pas terminée. Nous avons suspendu cette séance, nous reprenons mercredi. Alors nous vous donnerons la substance de notre rencontre à l'issue de cette rencontre mercredi. Vous n'en saurez pas plus. La réunion n'est pas finie. Nous vous donnons rendez-vous à mercredi. Ne parlez pas à ma place, je me défends tout seul. Je ne veux pas que les gens du COC viennent me défendre. La réunion n'est pas finie. Nous nous retrouvons mercredi et lorsque nous allons terminer cette réunion, je vous promets, je vous dirai tout sans langue de bois, vous avez l'habitude, vous me connaissez. À sa suite, José Bonengue, un des membres du comité exécutif du comité olympique congolais. Je crois, vous me voyez à côté de mon frère, le président de rugby, président Herman. C'est comme il vous a dit, nous n'avons pas terminé, nous avons suspendu la séance aujourd'hui, nous reprenons le mercredi à 14h. Donc aujourd'hui, souffrez, chers camarades, souffrez de patienter jusqu'à mercredi, s'il vous plaît. Rien n'a donc filtré sur cette réunion de lundi. Mercredi, Fouad Amos Mbayo, le président du comité olympique congolais, l'opinion sportive nationale sera fixée sur les détails de cette réunion. Et pour finir en sport, du 15 au 22 mai, la RDC va abriter les rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball de la zone 4 dans les deux versions. En prévision de ces échéances sportives, les volleyeurs de l'équipe nationale dans les deux versions apprêtent leurs armes. Ce matin, ils ont mis un accent sur l'aspect physique. Paul Kazozo, une fois de plus. La compétition proprement dite, c'est du 15 au 22 mai 2017 à Kinshasa. Et déjà depuis 2 semaines, les athlètes de l'équipe nationale affûtent leurs armes. Le cas de la version féminine sous la houlette du sélectionneur principal, Ondé Selva, qui a réuni autour de lui 18 volleyeuses de son effectif. Bon, il y a des joueuses de V-Club, des joueuses de Canon, des joueuses du VC La Loi, les jeux du DSMP. Vraiment ça, pour une première fois, vraiment, je connais un national parce que ça fait au moins 10 ans que je suis là. Je pense que là, vraiment, la fédération a mis les moyens. Donc. Pour ces éliminatoires de la zone 4, les 11 nationales dames est constitué non seulement des joueuses évoluant au pays, mais aussi des seules évoluant à l'extérieur du pays. Le cas de Nicolette Mabangani. Pour nous, c'est gagner une place à la CAN d'Afrique pour aller même au du monde. Puisque dans la zone 4, là, on équipe au moins déjà 2e place. C'est le Cameroun qui nous complique vraiment. Mais les entraînements qu'on fait là, vraiment, c'est pour battre le Cameroun. Mais on va le faire, ça. Ces éliminatoires de la zone 4 sont donc qualificatifs pour la compétition à l'échelle continentale. Merci Anit Kangoudia. On parlera de vous à l'avenir, j'en suis certain. Professeur, rebonsoir. Rebonsoir. En tant que Congolais ou Africain tout court, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'élection présidentielle qui vient, à laquelle nous avons pratiquement assisté en direct dimanche dernier? Absolument. Quel enseignement on peut tirer? Bon, moi je crois que les enseignements sont à voir à 2 niveaux. Dans un premier temps, on sent que le peuple français a réellement besoin du changement, puisque voir les 2 partis traditionnels, 3 ou 4 partis, puisqu'on peut aussi ajouter les partis communistes et consorts, ne pas se retrouver dans le 2e tour, vraiment c'est une nouveauté. Donc on peut faire un parallélisme avec l'Afrique, où il y a une tendance de continuité, de permanence. On ne donne pas la chance aux nouvelles figures, surtout à la jeunesse ou à ceux qui n'ont jamais gouverné, d'accéder finalement au pouvoir. Notre pays en est une référence. Donc ça, c'est le premier élément, une ouverture pour les changements. On l'a vu également aux États-Unis, où on a oublié les partis traditionnels pour élire quelqu'un, même s'il appartient au parti républicain, mais qui n'a rien à faire avec la politique. Alors, la 2e leçon, c'est surtout par rapport à la France-Afrique. Moi, je crois que les résultats du 2e tour peuvent nous donner la chance de nous éloigner finalement de la France-Afrique, qui est en fait, à mon sens, en tant qu'africaniste, un obstacle à l'émergence de l'Afrique. L'interférence continue de l'Occident dans nos affaires peut, à mon sens, être corrigée si quelqu'un de radical comme Marine Le Pen devait accéder au pouvoir.
puisque Marine Le Pen préconise un protectionnisme qui pourrait permettre à la France de s'éloigner, n'est-ce pas, des questions africaines et partant permettre à l'Afrique de souffler d'elle-même et de prendre soin d'elle-même, quoi. Donc c'est ça en fait une opportunité que je vois dans vous avez parlé d'une nouveauté, mais le résultat que nous avons vu, je dirais c'est du déjà vu. On a vu aussi Chirac, Le Pen, donc c'est pas aussi nouveau que ça. Si c'est nouveau, moi je ne parle pas nécessairement du phénomène Front National, le fait d'accéder au deuxième tour. Je parle plutôt du phénomène changement. On veut changer la tradition, même si, quand il s'agit d'Emmanuel Macron, je ne vois pas tellement un changement dans la mesure où, au point de vue de l'approche politique, puisqu'il s'agit d'une continuité d'un gouvernement, d'un système où il a œuvré et qui d'ailleurs s'est prononcé ouvertement pour lui, qui le soutient. François Hollande s'est prononcé ouvertement pour soutenir Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas une nouveauté à ce niveau-là. Mais là où je vois les changements réels, c'est le fait qu'il s'agit d'un jeune monsieur, 39 ans. C'est nouveau ça. Et puis quant à Marine Le Pen, je vois aussi une chance de permettre à une femme d'accéder au pouvoir, même si je reconnais d'autre part aussi la misogynie, à mon sens, qui caractérise les Français, une certaine hypocrisie par rapport à la question du genre qui pourrait rendre l'accession à la présidence de Marine un peu difficile. On l'a vu dans le cas de Ségolène Royal. Mais je continue à croire que c'est une opportunité que les Français doivent prendre pour permettre à cette dame de fer d'accéder au pouvoir et de démontrer qu'on peut diriger autrement. C'est ça, en fait, ce que j'ai insinué en faisant référence à ces éléments-là. Macron n'a-t-il pas bénéficié un peu de tous les problèmes qui ont entouré les difficultés de l'ancien Premier ministre toutes ces affaires, François Fillon? Absolument, absolument. Il n'y a pas que lui, il y a même Marine Le Pen qui en a également bénéficié, et j'espère qu'elle en bénéficie plus, puisque c'est elle en tout cas que je plébiscite pour le deuxième tour. Absolument. Je crois que l'embarras de la France, à mon sens, était de permettre à François Fillon de continuer avec sa candidature, malgré les dénonciations très flagrantes qui l'ont suivi partout par rapport à ses enfants, par rapport à sa femme. Et c'est là où moi je continue à dire que la France a perdu toute légitimité au point de vue des donneurs de leçons par rapport à l'Afrique. Je ne vois pas une France qui va venir de nous donner des leçons par rapport au comportement des gouvernants quand on a vu ce qu'on a vu. Un monsieur dont on a attrapé la main dans les sacs en train de dépouiller l'argent du public et qu'on laisse comme si de rien n'était et qui se retrouve en troisième position par rapport au premier tour. J'ai trouvé vraiment ça qui est embarrassant pour un grand pays comme la France. Oui, mais de toute façon, je crois, je n'espère pas, je crois seulement que Macron va l'emporter, puisque déjà aujourd'hui, les sondages lui sont largement favorables. Vous me direz, les sondages se trompent souvent, voilà. Mais là, les sondages ne se sont pas trompés avant. Ben, je ne vois pas comment ils se tromperont au second tour. Bon, je ne veux pas vraiment aller avec les sondages et les opinions des journalistes. Le cas de Donald Trump nous a prouvé le contraire et je souhaiterais que ce soit encore une fois le cas en France, surtout que Marine Le Pen est une trumpiste. Elle est en train en tout cas de préconiser des politiques publiques qui vont dans le même sens que ce que Trump est en train de dire. Et c'est ça en fait le trumpisme, un pragmatisme qui peut parfois souffrir de certaines interprétations par rapport à la rigueur de la politique. Je pense ici à la question de l'immigration par exemple. Moi je trouve que c'est valable au niveau de la France que les caractères rigoureux puissent accompagner l'étude des politiques publiques pour attaquer la question du terrorisme ou encore de l'infiltration de la jeunesse française par les extrémistes. Moi, je trouve que c'est tout à fait... Donald Trump est en train de le faire, même pour la sortie de l'euro. On commence à faire référence à Theresa May aujourd'hui comme la deuxième dame de fer du Royaume-Uni.
pour insinuer la gestion des faits, la gestion maîtrisée dont elle fait preuve par rapport à cette question de la sortie. Donc la sortie n'est pas un tabou. La France peut également sortir de l'Union européenne et se maintenir, quoi. Donc ce sont là les aspects qui me poussent à croire que il y a réellement une transformation. Professeur, vous êtes congolais et vous savez que si Le Pen arrivait au pouvoir, les Africains auront fort à faire. Non, je ne crois pas. Moi, je crois que Marine Le Pen au pouvoir est une bénédiction pour l'Afrique. Par rapport à la question de l'immigration. Qu'est-ce que nous allons faire en France? J'ai vécu aux États-Unis pendant 20 ans. Et il était temps de rentrer au pays. Pourquoi avez-vous vécu pendant 20 ans? Puisque je suis arrivé, je devais faire les études universitaires. Vous avez terminé? J'ai terminé, j'ai commencé d'abord à enseigner pour acquérir l'expérience requise pour venir enseigner en Afrique. Et aussitôt que cela s'est terminé, j'ai été appelé par M. Laurent Désiré Kabila pour venir l'assister. Donc, c'était, je dirais, itinéraire approprié. Je ne vois pas pourquoi on doit rester en France. On peut aller en France pour les vacances et on rentre chez soi. On doit venir construire l'Afrique. Donc, toute barrière posée aux Africains pour entrer en France, à mon sens, est une bénédiction pour permettre à nos jeunes gens de ne pas aller risquer leur vie dans les eaux en Afrique du Nord. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je continue à croire que c'est tout à fait légitime pour un pays de définir la manière dont elle veut tacler ces questions sécuritaires. Nous avons un problème sérieux à l'est de la RDC. Nous avons pointé certains pays voisins comme étant responsables de ce qui nous arrive. Et on trouve ça normal. Il y a même des citoyens des pays étrangers qui ont été frappés, tués ici, puisqu'on les a identifiés comme étant des perpétrateurs de troubles ici chez nous. Donc, c'était normal compte tenu du contexte congolais auquel nous faisions face, justement. Donc, dans le cas de la France, je voudrais croire également que ce que dit Le Pen n'est pas de l'extrémisme. S'il s'agit du racisme, tous les Blancs sont des racistes, je peux vous dire. Et nous les Noirs aussi. Et nous les Noirs aussi d'ailleurs. Donc c'est ça les combles, je ne sais pas pourquoi. Pour revenir à l'élection française, pensez-vous que vraiment les primaires soient encore nécessaires au vu des résultats auxquels on est arrivé, avec des raccourcis? Oh, absolument. Moi je crois que les primaires sont nécessaires pour le filtrage, pour l'identification et l'appréciation des capacités des prétendants. Et que ces processus-là démontrent en même temps la capacité, la résistance au point de vue argument, au point de vue vision de tous ceux qui se prétendent. Nous n'avons pas cette chance-là en Afrique. Voilà encore une autre leçon qu'on peut tirer de ces échéances. Nous n'avons pas cette expérience en Afrique. Et je voudrais croire que plus on observe ce qui se passe dans ces pays, plus on peut adapter avec les temps et voir que nous aussi, nous commençons à faire les primaires. Donc les primaires sont nécessaires dans ce sens-là. Moi, je ne pense pas que, même s'il y a des perdants qui commencent à appeler pour qu'on vote pour Macron, que les gens vont nécessairement voter pour Macron. Je ne voudrais pas les croire, je ne les souhaite pas. On a vu les mêmes qu'avec les Républicains aux États-Unis. Tout le monde, même du parti des candidats, sont sortis pour dire « ne votez pas pour notre candidat ». Et c'est tout le monde qui est allé voter pour lui. Je voudrais voir le même phénomène en France par rapport à la victoire de Marine Le Pen, bien que je reste réservé, connaissant la misogynie française et l'hypocrisie par rapport à la question du genre. Donc, ces éléments-là, en tout cas, restent un obstacle éventuel. À mon avis, et on se retrouvera au lendemain de l'élection, Marine Le Pen n'a pas beaucoup de chance. Tout le monde va se liguer contre elle. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu la veille pour que ces appels-là commencent. Lui-même, le président Hollande demande à voter pour... Et tout le monde. C'est vraiment difficile pour Madame Marine Le Pen. Pour terminer, si vous permettez, ouais. Marine Le Pen est victime d'un étiquetage qui n'est plus actuel. Je sais qu'effectivement la droite a fait des avancées en Europe. Et son père a été l'obstacle par rapport à l'identification du parti Front National comme un vrai parti. Et elle est allée jusqu'à les chasser du parti pour démontrer les changements que ce parti a connus. Donc,
C'est dommage qu'on est en train de la diaboliser continuellement sans... Mais ces déclarations sur le Maldives et tout ça, oui, mais elle le veut aussi, elle est provocatrice comme son père. C'est pour attirer l'attention parfois, mais aussi on a vu Donald Trump dire la même chose avec les Mexicains, dire la même chose avec les Arabes et les Noirs. Mais aujourd'hui, il est en train d'ajuster sa politique compte tenu des impératifs pendant qu'il est au pouvoir. Donc, comme quoi, tout ce qu'on dit pendant les élections n'est pas nécessairement faisable quand on est au pouvoir. Il y a aussi la praxis politique qui exige qu'on fasse la politique du pays. Exactement. Professeur, un dernier mot avant de nous séparer. Bon, je continue à croire que Marine Le Pen peut gagner ces élections et je voudrais que les Français prennent cette opportunité pour donner la chance à ces dames de fer de diriger ces pays et de démontrer qu'on peut diriger autrement. Deuxièmement, je voudrais croire que nous, les Africains, nous apprenons de cette expérience électorale, notamment par rapport aux échanges d'idées et à l'émergence, n'est-ce pas, des nouveaux gouvernants. J'aimerais que ça soit un exemple à suivre. Professeur Nkieré Tanda, internationaliste, merci de vous être prêté à nos questions. On sera peut-être encore ensemble si Dieu nous prête vie. Il n'y a pas de raison qu'il le fasse autrement. Après le deuxième tour. Je voudrais le croire aussi. Merci. Merci beaucoup. Et nous le remercions déjà, ce bon Dieu que nous aimons, que nous prions tous les jours. Absolument. Ce journal est terminé, nous l'avons présenté avec beaucoup de plaisir. Vous suivrez la revue de presse à la fin, tout au moins après notre générique fin. C'est Tapi Loutunou qui a choisi les journaux. Ils seront commentés par la brave Bienvenue Babois. Bonsoir, à demain pour Profondeur. Ouvrons cette revue de presse par le meurtre des experts des Nations Unies au Kasaï. À ce sujet, la Cité africaine signale que le gouvernement a projeté une vidéo du meurtre de ces experts. D'après cette vidéo d'environ 5 minutes, les experts ont été atrocement assassinés par un groupe de terroristes qui agit sous la couverture de la milice Kamwina Sapu. Ces images précisent l'avenir, montrent la décapitation de plusieurs policiers et des 2 experts des Nations Unies. Ces images sont d'une atrocité révoltante, renseigne le quotidien. Il y a péril en la demeure, s'exclame Forum des As qui qualifie ces actes de terrorisme. Le même journal s'intéresse à la 2e sortie médiatique de Félix Tshisekedi. Forum des As nous apprend que le rassemblement El Limité est disposé à rencontrer le chef de l'État Joseph Kabila pour discuter des points encore pendants sur l'arrangement particulier. Sinon, le rassemblement va actionner son plan B, indique le Phare, qui nous fait savoir que Félix Tshisekedi a promis de donner incessamment un mot d'ordre au peuple congolais pour récupérer son pouvoir confisqué. Mais il y a plus de peur que de mal. Le fils de Tshisekedi a bouclé son adresse par un appel au calme. D'ailleurs, la Prospérité rapporte que le rassemblement appelle l'autre partie prenante, la MP, à s'investir comme lui dans la finalisation de cet instrument en vue de sa signature sous les bons offices du secrétaire général des Nations Unies. Et malgré les turbulences, les hésitations politiques au pays, le président de la Commission électorale nationale indépendante, cité par le journal, annonce le début de l'enrôlement à Kinshasa et dans 10 autres provinces ce samedi 29 avril.
Bazulu ya Matonge, avenue du stade Tenamposo, couloir Madiakoko et Yinda. Le colonel Jagger, ami d'enfance. Jami Chamoulongo, et tu es l'ami de longue date. La référence pour le bar des stars. Na Luanda, Bana Mabor, Matsuda Mandangi, et Prince Dona Mobeki, Al Pacino. Confirmé Yango Meyer, chanteur animateur. De génération en génération. Bayard Dominique, Kamulete na Kanuti. Boyoka biscuit des écoliers. Malouga Boka. Mero Kito, hein? La Yalola. Baswakate Basui. Somi, Sonida.
Kalongi, hein? Pendele ya Lokumu, Grand Loge. Soignez mon amour parisien Alain Delon, l'homme est fragile. 1, 2, 3, 4. La gnagné, hein? Labio, 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 labio. La Kisabana, c'est là, hein? Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Godefroy Kaluena Kanchama, chef de division à la SONAS, décédé le samedi 15 avril 2017 à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. La famille Kachama Wachibwabwa annonce à tous les proches, aux amis et connaissances, ainsi qu'aux cadres et agents de la SONAS qu'en attendant la sortie du corps de la mort, le deuil se tient au domicile du défunt, 6 avenue Mubu, numéro 28, quartier Bibois, commune de Lancélé, référence à Ré-Campem ou hôpital Katasso. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu Godefroy Kaluena Kanchama de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Godefroy Kaluena Kanchama, chef de division à la SONAS, décédé le samedi 15 avril 2017 à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. La famille Kachama Wachibwabwa annonce à tous les proches, aux amis et connaissances, ainsi qu'aux cadres et agents de la SONAS qu'en attendant la sortie du corps de la mort, le deuil se tient au domicile du défunt, 6 avenue Mubu, numéro 28, quartier Bibois, commune de Lancélé, référence à Ré-Campem ou hôpital Katasso. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu Godefroy Kaluena Kanchama de garder une pensée pieuse en sa mémoire.